Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, je te montre comment générer ton propre système de chargement en utilisant un simple SVG statique. On verra ensuite comment configurer notre bouton pour conditionner l'affichage du loader dans le cas d'un chargement. On conditionnera évidemment son affichage en fonction des différentes déclinaisons de thèmes existantes dans notre composant. Enfin, on terminera notre composant de bouton afin d'avoir le champ libre pour appréhender d'autres éléments du design system de notre application. Il y a encore quelques petites choses à faire. Donc on a vu qu'on avait une propriété en fait qui n'était pas encore utilisée dans notre application, c'est la notion de isLoading. La notion de isLoading, en fait, est très simple. On va avoir une propriété dans notre application qui définit que si le bouton est en chargement, alors on va vouloir passer le bouton en disabled. Donc typiquement, tu imagines que le bouton sert par exemple à envoyer un formulaire. Le temps que le formulaire soit traité, on va dire, déjà on veut plus qu'on puisse cliquer sur le bouton, donc même s'il était cliquable avant, on veut le rendre disabled. Donc au loading, si tu préfères, on va faire en sorte que l'action du clic soit annulée, pour éviter qu'une personne puisse cliquer deux fois, parce que tu sais, des fois, tu cliques sur un bouton, il se passe rien à l'écran, et en fait, ton API est juste en train de réfléchir, et comme l'utilisateur ne voit rien à l'écran, il reclique une deuxième fois, ça peut créer des grosses perturbations, tu peux générer des bugs, etc. Au niveau UX, c'est vraiment pitoyable. Donc, pour améliorer ça, tu peux avoir un état de loading dans ton bouton, et si tu le déclenches, tu peux, par exemple, déclencher un élément de spinner, tu vois, une roue qui tourne, typiquement. Donc nous, c'est ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc on a l'état qui est défini sur isLoading, donc on a juste besoin finalement de déclencher en fait un élément du bouton, de le déclarer comme étant isLoading, parce que finalement la logique qui va être du chargement, c'est quelque chose qui va apparaître dans le composant dans lequel est utilisé le bouton. Nous, on s'en soucie pas de cette logique-là. On vient juste ici et on dit, si t'es en loading, il se passe ça, sinon il se passe autre chose. Et c'est sur ça qu'on va travailler donc maintenant. Alors, comme je te l'ai expliqué, l'idée ce serait d'afficher un spinner, un temps de chargement dans notre bouton. Donc avant qu'on continue avec notre bouton, on va déjà commencer par créer notre petit design system spinner, histoire d'avoir quelque chose sur lequel travailler. J'ai juste l'impression que j'ai un problème avec mes... Ah oui, il me semblait, ouais. J'ai mis le composant bouton, enfin le design system bouton dans typographie. Il me semblait qu'il y avait un petit truc qui allait pas. Donc du coup, il m'a changé mon chemin, je pense, ici. Ok. Juste rectifier ça. Donc, au niveau de design system, ce qu'on va faire, c'est... Donc ça va être rapide, hein. Là, on va créer un spinner, ça va être ultra rapide. Le travail va plutôt se concentrer sur le bouton pour essayer de refactoriser ce qu'on a, pour essayer d'afficher un loader plutôt qu'un texte ou d'une icône, etc. Mais là, on va créer donc un élément de design system qu'on va appeler spinner. Donc notre élément spinner va comprendre, comme d'habitude, j'ai fait le fait de ne pas avoir validé, ça me l'a désactivé, je crois, ouais. Spinner, à l'intérieur, je vais faire un document spinner.tsx. Donc là, ça va être très rapide parce que le spinner en lui-même, c'est tout des choses qu'on connaît. Donc on y va, on fait une interface props. Le spinner en lui-même, il va avoir juste une size qui sera optionnelle puisque du coup on peut définir par défaut. Donc comme d'habitude, on va avoir small, medium. Je mette ça comme ça. Small, medium et large. Ici, on va avoir également une variante. Donc variante, on va avoir par contre deux types de variantes. En tout cas à l'initial, je pense pas qu'on implémentera autre chose, mais on aura au moins une couleur primaire, et sur certains boutons qui vont être primaires, typiquement on va avoir besoin de l'afficher d'une autre couleur, donc on va plutôt aller chercher du blanc. Donc en gros sur du primary on utilisera du blanc, et sur le reste on utilisera du primary, c'est ça l'idée. Ok, donc ici on a nos variantes, donc ici rien d'exceptionnel. On va tout de suite créer notre composant. Bon, notre composant en lui-même, là, ici, il va pas avoir beaucoup de logique, hein, donc c'est vraiment... là, c'est vraiment, on révise finalement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc à ce niveau-là, oups,
à ce niveau-là, donc on a size, variante. On peut déjà commencer à définir finalement les valeurs par défaut, hein, donc on va le faire. Donc ici, on fait référence à props. Ici, donc fonction fléchée. Ah, je me trompe à chaque fois de touche, je suis désolé. Fonction fléchée dans laquelle on va return notre élément de spinner. On va voir un peu ce qu'on fait là-dessus. Juste ici, on va déclencher des valeurs par défaut. Donc pour size, on sera plutôt sur du medium. On va faire comme d'habitude, hein. On va plutôt être sur du medium. Je vais baisser mon micro. On va rester comme ça sur du medium. Ensuite, la variante, elle, par contre, on va plutôt choisir primary. Ce sera la valeur par défaut ici. Donc, ensuite, il va y avoir une question de size. Donc forcément, on va récupérer, on va déclarer plutôt des variantes. Donc la variante de style, comme on a l'habitude de faire. Ici, c'est des révisions. Alors c'est très intéressant pour toi de pratiquer au fur et à mesure, parce que du coup, tu vas rentrer dans un tunnel où en fait tu vas commencer à comprendre au fur et à mesure ce qu'on faisait, des choses que tu n'avais pas compris avant. Donc c'est toujours très important de répéter, et le fait de rabâcher en fait le code, de le recréer, etc., fait que du coup, ça t'aidera à mieux comprendre des choses que peut-être t'es passé à côté jusqu'à maintenant. Donc on redéclare nos valeurs. Ici, on lance le switch. Donc on va en avoir deux. On sait qu'on enlève directement le default. On n'en a pas besoin parce qu'on a toujours des valeurs par défaut. Ici, on va analyser size. La valeur sera small dans un premier temps. Et pardon, je fais un peu à l'envers, mais voilà. Et donc on va affecter la valeur de size style en fonction de small. Toujours pareil. Donc on a medium et large. Medium et large. Petit contrôle S, non, parce que du coup il veut pas reformater parce que j'ai un petit truc qui est chiant ici. Donc on va faire comme ça. Donc on va avoir les sizes. Les sizes, on va partir sur... écoute, on va voir par la suite. Déjà, on va définir ça comme default. On va déjà voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on a la même chose. Donc on va juste reprendre ça. Cette fois-ci, on va plutôt travailler sur la variation du thème. Donc on va utiliser la propriété variante qu'on récupère. À ce niveau-là, on va juste avoir deux cas, on l'a dit. Primary et ici white. Mr. White. Donc le default, ça sera pas celui-là par contre. Ce sera plutôt primary. Ok. On peut affecter ici, on avait dit, on peut les affecter avec des valeurs optionnelles. C'est mieux. Voilà. Donc finalement, la valeur ici, ça sera plutôt variante style. D'accord, ce sera le style pour la variante, etc., etc. Donc moi, je vais juste me copier mon petit SVG à ce niveau-là. Tac. Donc ça, c'est un truc que j'ai reproduit moi-même. Alors attends, je vais juste faire ça. Ouais, je vais juste faire ça. Ouvrir comme ça. Tac. Donc ici, on va juste annuler ça, comme ça je te montre un petit peu comment ça marche. Donc là c'est juste un SVG en fait, d'accord, c'est juste un SVG, tu peux le dessiner avec Illustrator, tu peux le télécharger, tu peux... tu fais comme tu veux. Ici c'est juste un SVG en fait, d'accord, qui a en fait un cercle et un autre cercle, d'accord. Donc on va peut-être commencer à regarder à quoi ça ressemble. Du coup ce que je te propose maintenant que le composant il est plus ou moins fait, finalement, ça va être de lui mettre, à la limite ici, une class name par défaut. On va lui mettre un with 10 et un 8 10, typiquement.
Et puis on va le regarder, on va regarder à quoi il ressemble dans la vue de l'index. Donc ici on appelle spinner. Donc pareil, hein, design system, hop, il arrive d'ici. On va sauvegarder et on va aller voir un peu sur notre page d'accueil. Donc le spinner, c'est ça. En fait, le spinner ici, c'est un cercle plein et un cercle qui est coupé en deux. D'accord? Donc ça se dessine vraiment facilement sur un éditeur, comme Illustrator. Donc ce spinner, en fait, c'est un SVG dans lequel on peut lui donner en fait des informations de classe, par exemple. Le fait de définir, d'accord, width et height à ce niveau-là fait qu'on va agir sur sa taille. Donc déjà, on sait que en travaillant comme ça, on va pouvoir définir des tailles ici sur le size style, par exemple, typiquement. Donc ici, par exemple, on peut travailler sur un width 5, 8, 5 pour avoir un template par défaut. Ici, width 9 par exemple pour avoir une taille différente. Donc là, je ne mets pas de la maquette parce que c'est pas quelque chose qui a été maquetté. Et là, width 12 par exemple, 8, 12. D'accord? Donc tu définis plutôt ta variable de size style en fonction de ça. Ici, donc c'est la raison pour laquelle on était comme ça. Donc ici, je vais mettre... Ah, décidément. C'est que j'ai le micro juste devant moi. Alors, hop. Ici... non, toujours pas. C'est plutôt ici qu'on travaille. Ici, donc, on va utiliser CLSX. Voilà. À l'intérieur, du coup, on va avoir la possibilité de mettre ce size style qui a été défini. De cette manière, en fonction de si je suis en small, medium ou large, je vais obtenir cette dimension-là. D'accord? Donc le fait d'avoir fait ça, déjà, me permet de pouvoir avoir les trois éléments. Donc ici, on va avoir un size small. Ici, on va avoir un size plutôt large. J'ai juste oublié ça. Le deuxième qu'on renseigne pas, c'est toujours celui qui est par défaut. Moi j'aime bien ne pas le renseigner parce que des fois ça te permet de voir si tu as fait une erreur quoi dans ton code. Donc on voit bien qu'on a les trois éléments qui sont là. Au même titre que lui, on peut faire un truc comme ça. Les mettre dans un élément histoire de voir sur quoi on travaille, pas faire non plus des trucs trop salement. Ici on est vraiment sur une base de travail très sale, mais c'est parce qu'en fait on fait que des tests, en fait on teste notre design system. On verra à la fin qu'on pourra remettre un petit peu de l'ordre dans notre design system pour nous faire une petite page un peu plus propre pour présenter du coup notre design au complet quoi, à un développeur ou quelque chose comme ça. Donc ici on obtient nos trois dimensions, on voit que ça marche plutôt bien. Donc maintenant on va avoir besoin d'agir sur le style. Donc sur le style, quand je dis le style, j'entends plutôt le thème. Donc ici on a fini de travailler sur la taille, tout va bien. On va travailler sur le thème. Donc le thème, ici c'est la possibilité de faire du primary, secondary, etc. Ici c'est très simple en fait, il suffit simplement d'ajouter la classe text primary pour du primary ici, et plutôt du text white pour que le SVG en fait prenne l'option. Du coup, il va associer la classe du texte qu'il y a ici et il va donc prendre sa couleur. La seule différence ici, c'est qu'en fait le premier cercle, à ce niveau-là, il est basé avec une opacité de 25, d'accord? Il a un class name, donc tu pourrais mettre en fait une couleur rouge par exemple ici, une couleur verte ici, hein, ça change rien, tu as des class names ici aussi. Donc ici par exemple, typiquement, je lui ai mis une opacité de 25 et celui-là une opacité de 75, donc t'en as un qui est plus opaque que l'autre, d'accord? Donc ces deux éléments, une fois rajoutés au niveau de variant style, on va se mettre à ce niveau-là, et on va apporter variant style. Puis ensuite on va voir pourquoi il y a une dernière classe ici. Du coup voilà, on obtient ce résultat-là. Alors je te montre pas tout de suite le résultat du white, mais tu as compris que de toute façon il allait être white avec un léger délai, enfin avec une légère opacité. Mais là blanc sur blanc, ça sert à rien de le tester, on le testera directement dans le bouton, puisque notre objectif c'est de le prendre et de l'insérer dans un bouton. Du coup, on va continuer et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Animate. Alors hop, désolé, je vais me rendre ici, mettre Animate. Tailwind propose des classes préconstruites d'animation.
Donc typiquement, tu vois, à partir d'ici, on a un spin ici qui nous permet en fait d'avoir une valeur qui tourne. Ici, tu vois, par exemple, on a un ping, tu vois, un ping qui te permet de, voilà, d'afficher comme une notification. Ici, par exemple, une pulsation qu'on pourra justement utiliser dans des Skeleton. Ça, c'est le genre de choses qu'on va faire dans l'application, donc on va y toucher. Et puis après, encore une fois, si tu veux en savoir plus, tu as d'autres animations ici. Et puis encore une fois, tu as la possibilité d'aller dans la configuration de ces animations et tu peux par exemple accélérer les animations, donner des effets un peu plus différents. Tu vas avoir, voilà, rentrer dans quelque chose de plus précis si tu as le besoin de le faire. Nous, en fait, on va simplement utiliser Animate Spin telle qu'elle a été définie dans le projet. Donc c'est la raison pour laquelle on va déclarer cette classe. En fait, cette classe vient de Tailwind tout simplement. Donc ici, on va indiquer Animate Spin. On peut enlever ça. Et du coup, on a quelque chose qui tourne, hein, tout simplement. Du coup, on fait tourner en fait l'ensemble du SVG et on a l'impression que le SVG avance, progresse, comme si on avait écrit un code complexe, tu vois, pour faire bouger en fait le truc, alors que pas du tout, en fait, c'est une image fixe. C'est pour ça que je te l'ai montré en détaillant le truc, c'est que c'est une image fixe qu'on fait tourner en fait, simplement. Ok, donc on a fini notre composant spinner en fait qui était très redondant avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Par contre, on a travaillé un peu sur quelque chose de différent, tu vois, on a traité un peu de l'animation, donc il y avait une petite nuance, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a revu et revu pour l'instant jusqu'à maintenant. Donc RAS, on continue comme ça, on a désormais un spinner dans notre design system qui va nous servir à beaucoup d'endroits dans l'application, parce que moi j'affiche toujours des spinners en fait dès qu'on est dans un mouvement d'attente, mais là en l'occurrence on va tout de suite l'utiliser pour notre bouton. Ok, alors on l'a vu, au niveau du bouton, la seule propriété qui va être à définir finalement pour définir le temps de chargement, c'est l'état de chargement, pardon, ça va être isLoading. Donc on a simplement à renseigner cette valeur-là sur un bouton en particulier pour obtenir du coup l'information de loading. Donc on va prendre par exemple... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce que je me rappelle plus comment elle est la page. Je vais peut-être supprimer la taille ici parce que du coup ça commence à créer des choses un peu bizarres. Je vais me remettre en small. Hein. Je vais me remettre en small, là aussi medium, je vais le redésactiver. Comme ça on a des choses un peu plus simples. Donc on va prendre par exemple le premier bouton, qu'on va mettre ici, ça refait la vue voilà, correctement. Et donc du coup l'idée ça va être de mettre en fait des boutons de loading, donc on va dupliquer en fait l'ensemble de cette ligne par exemple, pour justement avoir le résultat en fait, mais en temps de chargement par rapport à tous les thèmes. Ça nous permettra vraiment de tester en fait un petit peu tous les scénarios. Donc si je prends l'ensemble ici, typiquement, et que je me mets là, donc je clone en fait tout simplement les... Voilà, par contre c'est peut-être un peu exagéré. On peut faire... Alors non, c'était pas lui. Ah oui, mais à la base c'est un peu... Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça même si c'est pas très joli. Donc on va faire ça, on va simplement donner en fait une information de loading à l'ensemble de ces boutons là. Ouais. Donc là typiquement on va envoyer la propriété isLoading. Donc le simple fait de renseigner la propriété, hein, je le rappelle, définit isLoading sur true et du coup bouton considère que maintenant cette fois-ci on est en loading. Donc ici il se passe rien parce qu'il n'y a aucune logique qui a été créée dans notre bouton, mais c'est justement ce qu'on va faire et on va se baser sur cette ligne en fait pour voir le comportement. On va pas nécessairement travailler du coup sur l'index maintenant, mais on va se focaliser vraiment ici. Alors il y a déjà une chose qu'on est capable de faire, c'est au niveau du bouton, dans la classe du bouton, on est capable ici, tu vois, par exemple, de définir que si on est en isLoading, on peut réaliser quelque chose en particulier. Par exemple, par rapport au curseur, on est capable de dire qu'on voudrait un curseur, par exemple. Donc tu vois, on a plusieurs types de curseurs hein, en HTML hein, qu'on peut définir. Donc pareil avec Tailwind CSS, on a déjà les classes. On peut faire un cursor weight par exemple pour avoir en fait une indication au niveau du curseur qu'on est en attente, d'accord?
Donc ici, tu vois, typiquement, on est sur un bouton normal, ici, on est sur une interdiction, mais par contre, là, on est sur un chargement. D'accord? Donc ça permet, typiquement, tu vois, de pas être dans quelque chose d'interdit. Voilà, on donne cette information qu'ici, on load. Ça, c'est une première chose. À partir de là, ce qu'on va vouloir faire, finalement, c'est remplacer, d'accord, le contenu qui se trouve ici par un spinner. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va, pour le bien de l'exercice, commenter ça, histoire de ne pas se préoccuper de ce qui se passe en bas. On va simplement afficher notre bouton, notre spinner. Donc le spinner, on va pas l'afficher à tout moment, on va déjà commencer à conditionner et on va dire, si on est en chargement, is loading, ok, on va utiliser cette écriture-là, puisqu'en fait, on n'est pas dans un conditionnement. Si on est dans un cas, on fait ça. Si on est dans un autre, on fait ça. On est dans un cas, si on est en chargement, on fait ça. Sinon, on fait rien. Voilà, comme ça simplifie vraiment la condition. Ici, on va ouvrir une div donc on va ouvrir un nouveau nœud avec la possibilité de faire une classe. On va pas trop se soucier pour l'instant de ce qu'on fait ici. Nous, ce qu'on va demander, c'est uniquement d'afficher le spinner. Donc on va aller chercher le spinner qu'on a développé à ce niveau-là. On sait qu'on peut lui passer des propriétés ou pas. En l'occurrence, typiquement, nous, on va aller chercher une size, un small. On va aller lui chercher une size small comme ça, et puis on va déjà se contenter de ce qu'on a, parce qu'on sait que la variante par défaut c'est primary. Alors pourquoi utiliser la taille small? C'est parce qu'en fait, ici on n'a pas nécessairement designé des éléments... comment t'expliquer? On n'a pas designé des éléments ici pour le bouton, hein, d'accord? Cette taille, elle ne correspond pas aux 3 boutons. Hein. Ici, j'ai fait des tailles en fonction de ce qu'on est capable d'afficher sur le site, progressivement. Par exemple, si on veut faire un loader sur toute la page, potentiellement, on va avoir besoin d'un gros loader ici. Si on est dans une petite section, potentiellement, on peut utiliser celui-là. Et si on est dans un bouton, on va plutôt utiliser le petit, d'accord? On va pas s'amuser à mettre des loaders différents en fonction des boutons, là ça n'a aucun sens. On va juste utiliser le petit ici à ce niveau-là, d'accord? Donc là on voit le comportement d'un bouton. Alors pourquoi on n'a plus rien? C'est parce qu'on a commenté notre code ici, donc c'est normal que tout est sauté. Par contre on va se contenter de regarder ce qui se passe ici. Donc ce qui se passe ici, c'est que déjà on voit que la problématique, ça va être, il va falloir conditionner le thème du spinner en fonction du thème du bouton. D'accord? Donc c'est toujours un petit peu délicat, c'est vrai que c'est toujours un peu complexe de mettre en place ce genre de choses, mais c'est ça, finalement, créer un design system. C'est réfléchir à ce type de cas de figure. Après, je te rappelle encore une fois que faire ce genre de choses, c'est gagner du temps sur le projet fois 20 000. Hein. Vraiment, je suis très honnête avec toi. Tu verras par la suite, quand on va se mettre à designer la homepage, ça va aller mais tellement vite, tu vas te dire, putain, on a bien fait de faire le design system. Donc en plus de faire un truc pro, de le faire correctement et du coup de faire des choses pour que justement il y ait plus d'imprécision dans ta maquette. En plus de ça, derrière tu gagnes du temps. Donc ici on passe du temps à faire ça pour en gagner, hein, je rappelle. C'est toujours évident qu'un design system c'est quand même complexe à mettre en place à cause de ce genre de choses. Mais donc voilà, ici on voit qu'on va avoir cette première problématique. La deuxième problématique que toi t'as peut-être pas forcément discerné, mais que moi je discerne tout de suite, c'est parce qu'en fait on n'a plus de contenu, mais c'est qu'en fait le loader du coup a remplacé le contenu, et forcément du coup on a un bouton qui est devenu beaucoup plus petit. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Pourquoi? Parce qu'en termes du X, dès que tu vas cliquer sur un bouton, donc imagine, parce que là on n'a plus rien, imagine un bouton qui est un peu plus grand comme on avait tout à l'heure, si tu cliques dessus et que d'un coup, boum, il devient plus petit, tu vas avoir un saut du design, c'est-à-dire que des éléments qui vont être sur le côté vont passer à gauche, et tu vas avoir une espèce de saccade, tu vas avoir une saccade qui va se passer, et ça c'est quelque chose de vraiment très moche et qu'il faut éviter à tout prix sur les applications web. Si tu veux un rendu pro, il faut que les choses restent à leur place, c'est hyper important. Donc typiquement, ce genre de comportement, ça risque d'être vraiment néfaste pour nous. Donc nous, on va travailler pour faire en sorte qu'en fait, le bouton, à ce niveau-là, conserve la même taille qu'il avait. Et comme la taille est définie par le contenu, il va falloir qu'on triche et qu'on travaille pour faire en sorte que lui, il ait la même taille et qu'il soit centré, malgré que le texte ne soit plus affiché. C'était un peu compliqué, mais tu vas voir que c'est finalement assez vite fait et facile à mettre en place. Allez, c'est parti. Donc on a notre spinner qui est là, et on a notre contenu qui est là. Donc du coup, cette fois-ci, on va réafficher maintenant notre texte pour mettre en avant un petit peu ce qu'on s'est dit.
Donc, voilà ce qui se passe. Bon, là, on le voit pas parce que voilà. Mais ici, on le voit par rapport à là. Donc, on voit que là, le bouton, il a la même taille en width, puisque du coup, il comporte le texte. Puisque finalement, c'est le texte qui donne la dimension, en fait, au bouton. Si on enlève le texte, bah du coup, le bouton, il rétrécit. C'est le comportement qu'on avait juste avant. Ici, le problème, c'est qu'on a le texte, on ne veut pas le voir, mais on voudrait qu'il reste quand même au niveau du contenu, parce que c'est lui qui définit sa taille. Donc ça, c'est facile à mettre en place. On va prendre notre élément ici de contenu, et on a donc, si tu veux, pour l'instant, on n'a pas nécessairement de nœud. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nœud à l'intérieur. Donc on va faire une div. On va lui donner une classe. On va tout de suite travailler avec CLSX parce qu'on va devoir faire des conditions, etc. Donc nous, de toute façon, on utilise tout le temps ça. Donc on continue. Ici, on va juste lui dire, tu sais quoi, regarde, on va faire ça plus proprement. On va vraiment faire le nœud, et puis on va travailler ensuite. Hop, juste, je me suis trompé du... CTRL S. Ici, je vais mettre à ce niveau-là, et donc on va conditionner une classe. On va dire, si on est en loading, donc isLoading, vos trous. Si on est en chargement, on va passer une classe à ce niveau-là, et on va l'appeler invisible. Enfin, on va l'appeler, elle s'appelle invisible. Alors, tu as deux types de classes dans Tailwind. Voilà. Donc, on voit que le texte a disparu. Par contre, on voit que le comportement est le même, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il existe. Donc, on va regarder un petit peu au niveau du code ce qui se passe. On a un bouton. On a effectivement une classe qui comporte notre SVG, voilà, le spinner. Mais par contre, on a toujours une classe. Par contre, elle est invisible. Donc, Tailwind nul indique. On a une classe hidden et une classe invisible. Ouais, c'est ça, c'est bon. Est-ce qu'il présente la hidden? Ouais, non, je suis pas sûr en fait. Note visible et invisible. Ouais, mais il te l'explique ici en fait. Il te dit, voilà, tu peux comparer par rapport à la classe hidden. Donc, la classe hidden, c'est une classe qui supprime le nœud. Donc, il disparaît. La classe invisible fait en sorte que le nœud reste, mais qu'elle ne se voit pas. D'accord? Donc c'est la petite nuance entre invisible et hidden, deux classes que tu peux utiliser. Nous, on est justement en train d'utiliser invisible. Ça nous permet justement, dans ce cas de figure, de conserver en fait la dimension du bouton. À partir du moment où on a ça, on se rend compte qu'il y a un problème, c'est que par contre, les éléments sont les uns sur les autres. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt maintenant travailler sur notre spinner pour essayer de le centrer dans notre élément. D'accord? Donc, le spinner qui est là, on a un nœud à ce niveau-là, donc on peut déjà commencer à lui donner des classes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on voudrait lui donner par exemple une classe absolue. Une classe absolue qui va nous permettre en fait de définir, si tu veux, son positionnement de manière absolue. C'est-à-dire qu'il flotte un petit peu dans notre bouton. On veut pas qu'il ait une place très fixe, tu vois, et que ce soit justement un composant qui revienne à la ligne, parce que du coup, sinon, ça fait revenir le texte en bas et ça agrandit la valeur de 8 en fait. Donc ici, on va lui définir un inset à 0. On peut lui demander d'avoir un flex et un item ici, hop, center. On peut même lui demander d'avoir un justify ici, center. Donc ici, la valeur de absolute, en fait, elle va se baser sur le parent le plus proche, qui est en relative. Et là, ici, c'est notre bouton. Donc notre bouton, on va lui ajouter comme classe, en plus de ce qu'on a déjà, une notion relative. Une notion relative, en fait, qui va nous permettre de définir que cette position absolue, elle correspond en fait à la position de cette position relative en fonction du corps de ce bouton, par exemple, et pas du body de la page, par exemple. Donc ça va nous permettre, si tu veux, inset 0 et les flex vont nous permettre, si tu veux, d'aligner notre élément en tout point. Mais si, par exemple, j'arrête de rendre ce texte invisible, on se rend bien compte qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on a mis l'un sur l'autre, d'accord? On a mis comme si, en fait, l'élément, il est flottant dans le bouton, donc comme si en fait il se passait rien, quoi, comme si secondary n'existait pas, et en plus de ça, on l'a masqué. Et ça nous permet comme ça en fait de rapidement arriver à un résultat où tu vois par rapport à la ligne du bas qu'en fait chacun des boutons ici conserve le style
qu'il avait avant. Donc si tu cliques ici, bah tu vas déclencher le loading, d'accord? Mais tu fais pas de saut au niveau de ta page. Il n'y a pas un changement de taille, un changement de comportement qui ferait qu'il y a des choses, des éléments qui vont bouger. Donc c'est plutôt propre de le faire comme ça. Ok? Donc maintenant on va pouvoir travailler un petit peu sur le style, parce qu'en fait on se rend compte que suivant si on est sur un fond primary, on avait dit que justement on chercherait plutôt à avoir du blanc. Par contre dans les autres cas, on a une couleur primary par défaut qui est définie. Donc nous on va simplement jouer sur le thème ici pour afficher plutôt en blanc. Ok. Donc, toujours pareil, on continue toujours de travailler sur notre spinner qu'il y a ici. Donc, ici, ça va être simple, c'est déjà, on va vérifier quelle variation de bouton on a. Donc, si c'est un accent, donc si c'est un primary, quoi, en gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, du coup, un JSX, et on va étudier. On va dire si variante, donc égale accent. Donc si on est sur du primary, il va falloir qu'on affiche une icône white en fait. Sinon, on voudra afficher finalement l'icône, l'icône standard quoi. Donc en gros, on va prendre ça, et là on va dire, on veut afficher ça à la base. On va le basculer ici comme ça, et donc à ce niveau-là, on va juste copier celui-là, et lui, on va plutôt le mettre dans la condition où on est sur du primary. Donc si on est sur du primary... attends, qu'est-ce qu'il a? Impossible d'assigner type element au type accent... Ah oui, pardon, j'ai assigné la valeur, excuse-moi. J'ai assigné la valeur, non, c'est pas un test d'égalité que j'ai fait. J'ai assigné une valeur. Donc ici, on va avoir le spinner, et on sait que le spinner... il a une propriété variante aussi. Quand on utilise toujours le même langage. Variante, et donc on sait qu'on peut proposer soit primary, soit white. Donc dans le cas, en fait, où ton bouton, c'est un bouton primary, et ben dans ce cas-là, tu déclenches un spinner avec une variante plutôt white. Sinon, tu lui mets plutôt du coup rien, mais du coup c'est ce qui définit que ça sera du primary. On va sauvegarder cette condition-là, et on va déjà voir ce qui se passe au niveau du projet. Donc effectivement, lorsqu'on est ici sur une notion de bouton avec accent, et bien du coup ici on est dans une valeur primary. Par contre on se rend compte qu'il y a toujours un problème, c'est qu'on n'a pas conditionné la variante icône. Parce qu'en fait quand on est dans ce cas-là, on n'est pas dans une variante accent, on est dans une variante icône. J'espère que je te perds pas, mais en même temps c'est un petit peu technique, on a un truc qui est technique, donc il faut quand même un peu suivre, mais ici du coup c'est pas un style d'accent, ok? Donc si on reprend la documentation qu'on a ici, on a plusieurs styles, on a plusieurs variations de ce style, on a soit un primary, soit un secondary, soit un outline, soit un disable, mais on a aussi un style d'icône. Et donc nous on a juste travaillé sur le fait qu'on était sur un style ici, accent. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. Si variante est égale accent, dans ce cas-là, on lui met white. Sinon, on les passe tous comme ça. Donc forcément, à ce niveau-là, tu as compris qu'on allait avoir une condition en sous-condition. Donc, si on est dans un cas où on est dans un accent, ou, parce qu'en fait, les deux peuvent être exacts, ou si on est dans un variante qui est égal à ICO, dans ce cas-là, on affiche du white. Ok? Là, ça marche. Ok? Donc, on a désormais la possibilité de déclencher, en fait, un loading sur notre bouton, sur n'importe quel bouton. On a la possibilité de déclencher un loading en utilisant uniquement cette nouvelle propriété. Et cette propriété-là, finalement, isLoading, voilà, c'est la seule information qu'on va transmettre à notre bouton, donc c'est très simple côté développement et utilisation, et notre composant, en fait, lui, il va être capable de dire, ah bah alors attends, si c'est ce thème-là, je l'affiche comme ça, je le centre ici, je fais ça, je masque ça, etc. J'arrête typiquement de l'action du bouton, on peut faire des choses après derrière encore plus, mais voilà, on a vraiment quelque chose de fonctionnel à ce niveau-là, on a vraiment
travailler sur un composant de design system ici qui est pas forcément évident à mettre en œuvre, on peut le faire encore mieux. De toute façon, il n'y a pas de on peut toujours améliorer les choses. Je pense qu'on pourrait refactoriser des choses, etc. Là, on est quand même sur quelque chose qui fonctionne bien à l'écran. Je le vois bien ici, tu vois, on est vraiment sur un truc qui fonctionne. On voit que c'est cohérent avec ce qu'on a dans la maquette. On a vraiment couvert énormément de cas de figure. Donc si on a besoin de faire une modification en cours de projet, c'est pas quelque chose qui va nous prendre du temps, c'est tout, voilà, toutes les choses sont mises en place. En plus, on a déjà profité pour faire des spinners, donc ça fait un composant de design system en plus. Mais bon, on voit bien qu'avec ça, on est capable de couvrir tous les thèmes de manière assez rapide. Et puis, tu vois, je te rappelle qu'en termes de déclaration, franchement, ça prend 2 minutes de déclarer un bouton, c'est facile à utiliser, même si tu veux mettre une icône, etc. Voilà. En tout cas, moi, je trouve qu'on est sur quelque chose d'ultra simplifié. Donc, le design system avance, mais vraiment à grands pas. À partir de maintenant, le design system, ça va comprendre plutôt des éléments, tu vois, comme ici, par exemple, pour la page d'accueil, il nous reste un petit peu de voir un petit peu peut-être le logo qu'il y a ici. Le logo qu'il y a ici, c'est suffisant. On peut voir qu'on a ici des avatars, donc pourquoi pas lancer l'avatar, même si je pense qu'on fera pas ce module, mais c'est pas grave, comme on va faire les logos, voilà, c'est des petits design systems qui vont être assez simples à mettre en place. Donc on va faire ça. On va faire les logos ici en tant que design system, donc pareil, finalement on va prendre la même logique, c'est-à-dire qu'ici on va faire des logos de différentes tailles en fait, hein, c'est ce que demande le design système ici à ce niveau-là. Si je reprends là, ici on va avoir, tu vois, des logos avec une taille différente, les logos qui sont utilisés dans l'application, de manière à ce qu'on puisse avoir directement à introduire le logo avec la bonne dimension, avec juste une propriété, et les avatars. Donc là typiquement c'est vraiment des choses qui sont courte à faire, simple à faire. On vient de passer vraiment le plus gros. Pour moi, l'idéal, c'était tout ce qui était typographie et boutons. On sait que derrière, on va pouvoir ajuster un petit peu les propriétés pour avoir des changements de design, mais tout est fait. Le prochain passage, mais on va pas le faire tout de suite, on va déjà coder la landing page, mais on va revenir sur le design system des formulaires, notamment les champs input, les text area, etc., puisqu'on va très vite rentrer, par la suite de la formation, là, on va très vite rentrer dans la notion de connexion avec Firebase. On va commencer à gérer l'authentification, donc forcément, il va falloir qu'on travaille sur tout ce genre de choses. Ok, mais là on est vraiment pas mal, donc on va pouvoir continuer avec la création du design system des logos. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!